On va attaquer, donc Filiconis 71, on va attaquer un objet emblématique de l'histoire de l'art, qui sont ce qu'on appelle les bronzes de Riace, qui datent du 5e siècle avant notre ère, et qui sont ça. Oui, beaucoup plus sexy évidemment que nos problèmes d'iconoclasme. Alors, les bronzes de Riace. Ce sont deux sculptures spectaculaires. Elles font 2 mètres chacune. Celle-ci fait 1,98 m, celle-ci fait 1,99 m. Et elles sont conservées au Musée national de Reggio di Calabria, dans le sud de l'Italie. Elles ont été découvertes par un monsieur qui s'appelait Stefano Martini en 1972 lors d'une plongée au large de la ville de Riace. Alors, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise sur ces objets ? Alors, la première chose, c'est que ces objets sont spectaculaires. C'est des objets, alors particulièrement le premier, ce qu'on appelle le bronze A, celui-ci. Il est spectaculaire parce que la technique est absolument incroyable. Ils sont produits donc au 5e siècle. On les date, alors c'est compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails de datation, on les date entre 420 et 460 avant notre ère. Et ils ont été, c'est très compliqué, mais les archéologues sont quasiment sûrs qu'ils ont été fondus en Grèce. On les a retrouvés sans doute parce qu'ils ont été envoyés, etc. Et donc ils n'ont pas été retrouvés avec une épave, donc c'est probablement pas un naufrage. Et il y a probablement une histoire qu'on ne connaît pas, qui est extrêmement compliquée, qui fait que ces deux sculptures ont été retrouvées au fond de la mer. C'est donc une technique de fonte à la cire perdue, donc une technique très coûteuse, extrêmement impressionnante. Ce sont deux bronzes qui sont extrêmement importants. Il y a énormément de matière dedans, donc ça veut dire que ça coûte une fortune colossale pour ce que sont ces objets. Il faut comprendre que ces objets ont été recomposés à l'origine, c'est-à-dire qu'il y a des traces de soudure au niveau du cou, et surtout, le plus beau, ça c'est absolument délirant, c'est que toutes les mèches de cheveux ont été coulées et fondues à part et ont été soudées après, mèches de cheveux et mèches de barbe, ce qui en fait évidemment, ce qui lui donne une teneur et une ténacité, enfin un truc absolument étonnant. Les yeux sont dingues, il y a les dents, il y a absolument tout, le traitement de la barbe, le traitement de tout est absolument démentiel. Bon, une fois qu'on a ça, on a ces deux objets qui sont deux objets compliqués parce que la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut bien en faire et de comprendre la relation que ces objets entretiennent à ce que ça suppose pour la communauté, une communauté grecque du 5e siècle, comme dépense. C'est une dépense qui est colossale et probablement plus colossale parce que je vous proposerai des hypothèses à la fin pour savoir ce qu'on peut en faire. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la seule chose qu'on ait, c'est qu'il nous manque un certain nombre de choses. Ici, on a des traces et là aussi, il y avait un bouclier et probablement une épée ou une lance qui était tenue à cet endroit. Donc c'est probablement des guerriers et il y a des traces de polychromie. Donc il faut imaginer que les bronzes étaient peints. Et donc il faut imaginer une toute autre typologie de couleurs, etc. Et il y a de l'ivoire dans les yeux pour la blancheur des yeux. Alors, moi, ce que je voudrais arriver à faire, c'est je voudrais arriver à poser un certain nombre de bases pour arriver à comprendre ce que peut bien faire ces ensembles de sculptures dans une histoire de l'art, parce qu'il faut comprendre que cette sculpture au 5e siècle n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous, on imagine être de la sculpture, et de savoir ce qu'on peut en faire. Alors, juste rappeler, à titre de précision historique, rappeler les choses suivantes. On divise généralement la sculpture grecque en plusieurs périodes. Il y a une première période qui est techniquement qui va de 700 à 500, on va dire, qui est ce qu'on appelle la période archaïque. Donc ça ne fait pas partie de la période archaïque, ça vient après la période archaïque. Ça vient dans ce qu'on appelle la sculpture grecque classique, qui techniquement, la sculpture grecque va de 430 à 330. Ce qui n'est pas très long, mais enfin, on va dire, allez, on va dire, à peu près dans ces eaux-là, 480 à 430. Et ça, c'est ce qu'on appelle le classicisme. Et dans le classicisme grec, dans le classicisme de cette sculpture grecque, il y a cette période particulière à laquelle ces deux sculptures appartiennent, qu'on appelle le maniérisme, dans la période du classicisme, et qu'on peut voir évidemment dans le traitement des détails du corps et dans le traitement des cheveux, des yeux, de la barbe, etc., etc. Et puis ensuite, on a la dernière période, qui est la période qui va de 330 à 30, qui est ce qu'on appelle la période hellénistique. Je ferai ultérieurement probablement un autre Filiconis sur la période hellénistique et sur cette sculpture qui est propre à la période hellénistique.
Comment on définit cette période classique, c'est-à-dire la période qui permet de comprendre ces objets? On la définit par une chose essentielle, qui est l'adhérence du réel et de la réalité, et l'adhérence entre ce qui est et la représentation de ce qu'on en a fait. En sachant que cette adhérence, elle doit être la plus juste, parce qu'elle doit coller à la question du réel, et que cette adhérence, en étant la plus juste, elle permet de fabriquer ce qui est essentiel pour la sculpture grecque de la période classique, ce qu'on appelle l'idéalisation de l'être politique et moral. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre, et j'essaierai de vous en faire une lecture après pour arriver à comprendre l'ensemble des choses. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est on est au 5e siècle, on est donc entre 420 et 460. On est dans un moment très particulier de l'histoire grecque, parce que c'est un premier effondrement d'un certain nombre de dispositifs politiques. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette sculpture, elle renvoie de manière extrêmement précise à ce que Pline l'Ancien, dans les histoires naturelles, au chapitre 34, dit, c'est que la sculpture, dans l'ordre des arts plastiques, est au plus haut. Dans ce que Pline l'Ancien détermine de la catégorie de la représentation, j'y reviendrai en détail, mais de la représentation des objets, il y a 3 catégories. La première catégorie est ce qu'on appelle de manière générale la sculpture. Ensuite vient ce qu'on appelle la thorétique. La thorétique, c'est tout ce qui traite du métal, tout ce qui traite du métal et de la ciselure. Et ensuite de ça viendra que la peinture. C'est-à-dire qu'on est donc là, on est donc entre la sculpture et la thorétique. C'est pas la thorétique. Là, on est vraiment dans de la sculpture, puisque la question est fondue et c'est pas un travail de ciselure. Donc, on est vraiment dans une question de sculpture. On est donc au plus haut de l'appareillage plastique et du dispositif plastique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le premier élément important qu'il faut comprendre, c'est l'importance absolue de ces objets, dont aujourd'hui on ne sait pas encore exactement à quoi ils servent, mais en tout cas, il y a une importance dans ces objets parce qu'ils sont au plus haut point dans l'histoire de la représentation. Point suivant, il faut arriver à comprendre la fonction de la sculpture antique, parce que ça, c'est extrêmement compliqué, ça fait longtemps qu'il faut qu'on parle de cette question-là, parce que c'est une question qui est assez difficile à interpréter pour ne pas faire d'erreur. La sculpture grecque, je vais essayer de vous la proposer, ce qu'on appelle la sculpture grecque, je vais essayer de vous la proposer à partir de 3 grandes catégories esthétiques pour arriver à les entendre. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les agalmata. Alors, les agalmata, qui vient d'un terme très complexe en grec, agalmao, qui veut dire faire une offrande, donner quelque chose à un dieu. Et les agalmata sont des grandes classifications de la sculpture dans l'Antiquité, la sculpture en tant qu'image des dieux. Et il y a 2 types d'agalmata. Il y a ce qu'on appelle la statuaire et il y a ce qu'on appelle les offrandes. C'est les 2 grandes typologies de ce qu'on appelle les agalmata. La deuxième catégorie dans la sculpture grecque, c'est ce qu'on appelle les glumata. Alors les glumata, c'est encore autre chose. La glumata, c'est toute image sculptée. Ça peut être des reliefs, c'est pas obligé d'être en plein, ça peut être des reliefs, etc. Et les glumata sont moins importants que les agalmata et supposent en fait 3 fonctions particulières. La sculpture funéraire, vous représentez quelqu'un, vous représentez un tombeau. La sculpture commémorative, qui est fondamentale pour la question de la politique, et ce qu'on appelle la sculpture honorifique, qui intègre comme dispositif technique pour la période antique ce qu'on appelle le portrait. Donc là, évidemment, nous ne sommes pas dans un glumata. On est probablement dans un agalmata. Et puis, il y a une 3e catégorie de l'histoire de la sculpture grecque qu'on appelle les plasmata, c'est-à-dire ce qui relève d'une composition, et les plasmata sont ce qu'on appelle de manière générale les images plastiques, les images décoratives, et ce qu'on pourrait éventuellement nous appeler les sculptures pensées comme des objets d'art. Ce qui est toujours un petit peu tendancieux de dire ça pour la période grecque, mais en tout cas pensées comme des objets d'art. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objet qu'on voit ici, les 2 objets qu'on voit ici ne peuvent appartenir qu'à la première catégorie, c'est-à-dire à la catégorie des agalmata. Donc, ils appartiennent à la catégorie la plus haute, qui est la statuaire, et à l'intérieur de la statuaire, ils appartiennent à la catégorie des agalmata, c'est-à-dire des statues de la divinité ou de ce qui est apparenté à la divinité en tant qu'offrande. 3e point qui me semble important de notifier sur ces questions, c'est de comprendre une autre chose qui est très compliquée à comprendre pour la question de l'Antiquité, c'est la question de la fonction du nu. Alors, il faut rétablir, peut-être une bonne fois pour toutes, cette question centrale et fondamentale.
non, et définitivement non, les Grecs ne vivent pas nus. Ils vivent fondamentalement et tout le temps habillés. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que le monde grec, tout le monde vit tranquille à poil parce qu'il fait beau, il fait chaud et que tout va bien. Non, non et non. Le monde grec vit habillé. Mais c'est extrêmement important de le comprendre. Et qu'à partir de ça, il faut comprendre quelque chose qui est fondamental, qui est comprendre la question de la nudité. C'est-à-dire la fonction de la nudité. Quand on comprendra la fonction de la nudité, on comprendra la fonction de ces deux choses. À quoi ça sert la nudité dans la pensée grecque, dans l'image grecque? La nudité, elle sert à deux choses. Un, elle a une visée qui est exclusivement pratique, qui est celle de l'athlétisme. Donc oui, le costume grec et l'habillage grec est un costume qui est certes probablement élégant, mais qui est fondamentalement pas pratique pour courir ou faire quoi que ce soit. Donc, on est athlète, quand on fait du sport, quand on fait de l'athlétisme, il faut être nu. Donc, dans cette condition, comme visée pragmatique, on est nu. À la petite différence près que certaines disciplines sportives réclament des costumes, je vous renvoie comme référence à ce qu'on appelle évidemment les origes de Delphes, qui sont ces deux conducteurs de chars qui font à peu près la même taille que les bronzes de Riace, qui eux évidemment sont en mode, et qui sont habillés, les origes de Delphes qui étaient donc sur des grands chars, eux portent des grands costumes et des grandes robes. Donc la première, c'est une visée extrêmement pratique qui est liée à l'athlétisme. La deuxième, et qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la question d'un système de représentation. Et donc évidemment, par voie de conséquence, ça ne peut pas être des athlètes, puisque comme ils tiennent à la main des outils pour faire qui supposément sont des armes, ça ne peut donc pas être des athlètes. Et donc après, ça tient à un système de représentation. Qui on peut représenter nu dans la Grèce? On représente nu dans la Grèce les dieux et les déesses. On représente nu dans la Grèce les héros. Et on représente nu dans la Grèce les athlètes. Ça, c'est pour la valeur la plus élevée de ce qu'on représente nu. Puis ensuite, il y a trois autres fonctions qu'on représente nu. On représente nu ce qu'on appelle les komotes, c'est-à-dire ceux qui participent à des fêtes et à des beuveries, comme par exemple Alcibiade dans le banquet de Platon. Il arrive nu parce que c'est un komotes. On représente nu certaines activités sociales, comme ceux qui font de la fonderie, ceux qui font de la céramique, ceux qui cuisent des céramiques, etc., etc. On les représente nus. Et enfin, la nudité d'une fonction symbolique, c'est-à-dire que ça représente des fonctions, et particulièrement des fonctions de dévalorisation. Ça, c'est extrêmement important de comprendre cette différence. Ce qui veut dire donc que la nudité dans la Grèce n'a rien à voir avec une fonction qui représente la vie quotidienne. La nudité à avoir dans la Grèce, soit avec une fonction d'idéalisation, soit avec une fonction de non-idéalisation. Là, nous sommes dans une fonction d'idéalisation. Ça veut dire que d'un point de vue technique, ces personnages qui ne peuvent pas être des athlètes ne peuvent pas non plus être des dieux, sinon ils auraient les insignes des dieux. Ça veut dire que techniquement, ils ne sont pas autre chose que des héros. La question, c'est de savoir quel type de héros sont-ils et à quel endroit il faut les placer. Donc, je vous émettrai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vous émettrai une hypothèse. Ça veut dire donc que ce sont des héros. La question, c'est la question de l'idéalisation. L'idéalisation, c'est-à-dire l'idéal, la nudité idéale chez les Grecs, elle représente quelque chose qui indique une relation au divin et à la stabilité de l'être. Et donc la deuxième chose, c'est que quand elle est non idéalisée, la nudité va permettre de représenter ce qui, dans le corps, est le plus immoral et ne relève pas d'une moralité et d'une idéalité. Vous avez ça, par exemple, sur la représentation des satyres, des faunes, de toutes sortes de choses, où là, la nudité va être une manière de montrer, effectivement, qu'il n'y a pas de contrôle, sur l'être. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les Grecs sont toujours pareils. Les Grecs ont une fascination pour la question de l'ordre et la question de la régulation des humeurs. C'est précisément à ça que sert la nudité. La nudité permet idéalement de représenter l'être dans sa pleine puissance de régulation des humeurs. J'en profite pour vous rappeler à cette occasion qu'une des fonctions idéalisantes de ça, c'est de représenter l'ensemble de ces personnages avec des sexes petits, qui est donc la représentation qu'effectivement il y a un contrôle parfait des humeurs. Sinon, ça signifierait, si le sexe avait une taille normale ou une taille trop grande, ça représenterait qu'en fait, il prend une part trop grande dans la représentation idéalisée du corps. Il faudrait que je vous fasse un jour un Philiconie, mais sinon, il faut regarder. On a dans la période hellénistique, alors certes, c'est une copie romaine,
Mais on a dans la période hellénistique qui est conservée au Capitole à Rome, au musée Capitolin à Rome, une sculpture qu'on appelle le Galate mourant, en représentation donc un Galate qui a un torse autour du cou, il est mourant, il a une plaie là, etc. Et lui, il est représenté avec un sexe, on va dire, de taille normale, parce qu'il est représenté comme un barbare. Il n'est donc pas l'idéalisation du corps tempéré qui a régulé la totalité des humeurs, comme la fonction peut le montrer, de celle des dieux, des héros et des athlètes. Donc c'est extrêmement important de comprendre cette question-là, c'est-à-dire que là, on est sur un objet qui permet de comprendre, un, la prégnance de la sculpture dans le monde antique, deux, la fonction de ce qu'on appelle les amalgamas, les agalmas, pardon, ou les agalmata au pluriel, c'est-à-dire ces objets qui sont des objets d'offrande et qui sont en tant que sculpture qui entretiennent une relation avec la question du divin, et cette question d'une relation à la nudité comme fonction idéalisante de la tempérance, cette fonction idéalisante du contrôle des humeurs. Reste à savoir maintenant, si on émet une hypothèse, c'est quoi ces objets? Alors, on ne sait toujours pas, et je pense que nous ne saurons jamais ce que sont ces objets. Une des hypothèses qui avait été posée, c'est qu'il puisse être possible que ces deux sculptures représentent deux personnages, Tidée et Amphiaros. Tidée et Amphiaros, qui sont deux personnages qui font partie de la grande figure des héros qu'on appelle les 7 contre Thèbes, qui ont essayé de récupérer le pouvoir usurpé. Donc, ce qui veut dire que si l'hypothèse que c'était Tidée et Amphiaros qui étaient bien présents et qui étaient là, ça veut dire que si l'ensemble était au complet, l'ensemble contenait 7 sculptures monumentales en bronze. Ce qui signifie donc que, quoi qu'il en soit, et même s'ils sont deux, c'est un dispositif qui est extrêmement complexe, un dispositif qui est extrêmement onéreux, et qui est extrêmement, qui avait donc une importance sociale extrêmement forte. Et dernier point que je soulèverai, qui est un point là strictement dans l'histoire de l'art et strictement esthétique, c'est qu'évidemment ces objets, donc ils sont récents puisqu'ils ont été découverts en 1972, ces objets ont été extrêmement importants évidemment pour la compréhension de deux choses dans la sculpture du maniérisme et du classicisme grec. Un, la question du contrapposto, c'est-à-dire que ces deux personnages ont, il faut l'avouer, deux contrapposto absolument incroyables, c'est-à-dire la position et l'équilibre de corps est absolument dingue. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a à l'intérieur de ce maniérisme qui appartient à l'esthétique du classicisme grec une fonction essentielle de ce qu'on appelle le premier grand réalisme et le réalisme hellénistique, le réalisme de la Grèce et de la pensée et de ça. C'est-à-dire que pour que la fonction idéalisante fonctionne, pour que la fonction de cette structuration du corps et de sa relation au divin fonctionne, il faut que le corps soit dans un rapport d'idéalisme et de réalisme le plus parfait possible et le plus juste possible. Voilà pour les bronzes de Riacha.